Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Merci de votre fidélité. Vendredi 30 janvier, aujourd'hui, nous serons accompagnés de Thierry Gallarme. Bonjour. Bonjour Abi, bonjour à tout le monde. Vous êtes donc le tout nouveau président du MEDEF. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité. Ce sera juste après les titres de la journée. Agression à répétition, vol à l'arraché, cambriolage et tentative de cambriolage. Les professionnels de la restauration et de l'hôtellerie sont excédés. Ils sont nombreux à désormais envisager de quitter le territoire au vu de la recrudescence de la délinquance. Un manque à gagner énorme pour l'économie mahoraise. MoneyGram est arrivé dans vos stations Total. Ce service de transfert d'argent se veut un concurrent direct de Western Union. Total et l'entreprise signent donc un partenariat d'un nouveau genre. Objectif, faciliter l'envoi de fonds vers l'étranger. Et puis la maison de service public de Amjago s'associe à la maison familiale rurale de Sahara. Les responsables des institutions chargées de la formation, de l'accompagnement et de l'orientation se sont retrouvés aujourd'hui. Plusieurs thèmes abordés ont fait le point. Mais avant de développer ces titres, on a appris en début d'après-midi la découverte de 2 corps retrouvés aux Glorieuses. Peu d'éléments pour le moment, mais cette découverte coïncide avec l'arrivée à Madagascar de plusieurs pêcheurs. Ils seraient partis d'Anjouan. 13 personnes à bord. 2 personnes sont portées disparues depuis. Une autre est déclarée décédée. Nous y reviendrons bien évidemment dans notre prochaine édition. Depuis quelques semaines, les actes de délinquance sont en hausse à Mamoudzou, très touchés par ces violences, les bars, les restaurants, mais également les hôtels comme le Caribou où les agressions envers la clientèle se sont succédées depuis le début du mois. Aujourd'hui, le directeur dénonce et appelle à la mise en place de mesures urgentes pour lutter contre l'insécurité. Reportage de Camille Leca. 4 agressions et une tentative de cambriolage sur le seul mois de janvier. Le bilan est lourd pour l'hôtel-restaurant Le Caribou, installé au centre-ville de Mamoudzou. Des actes de délinquance qui se multiplient et qui surtout ont lieu de plus en plus tôt dans la soirée. En général, il est à peine 21h quand les agresseurs sévissent. Excédé de voir grandir l'inquiétude chez ses clients, le directeur de l'établissement tire la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, le constat, il est que nos clients ont relativement peur. Moi, j'ai une clientèle de l'hôtel qui ne sort plus le soir, d'accord, qui évite de sortir le soir et qui demande à leurs amis que lorsqu'ils les déposent devant, qu'ils les déposent le plus proche possible. Alors pour leur assurer un maximum de sécurité, le Caribou s'est équipé ces dernières années. 3 agents de sécurité veillent sur les lieux en permanence. Un système d'alarme ainsi que des détecteurs de mouvement et de lumière ont été installés. Dans un contexte d'insécurité grandissante depuis 2011, pour Bruno Garcia, les conséquences économiques sont lourdes et pas seulement pour lui. L'impact est très fort au niveau économique sur l'ensemble de la restauration et sur l'ensemble des activités nocturnes de Mayotte. Déjà qu'il y en a très peu et qu'il y en a de moins en moins, d'accord, parce qu'il faut dire aussi les choses. Économiquement, on sait très bien que ça va mal à Mayotte, il faut dire les choses aussi. D'accord, ça va de plus en plus mal, les gens quittent Mayotte de plus en plus, beaucoup de gens partent, d'accord, et partent sur d'autres destinations telles que la Réunion, telles que Madagascar, telles que la métropole, et ne reviendront plus jamais ici. Contactés par téléphone, d'autres établissements du chef-lieu confirment ce triste constat. Comme par exemple au Havana Café à Kaweni, en un an, il a été victime de 15 cambriolages, d'un vol de caisse et d'un braquage à main armée. Son gérant a même décidé de fermer ses portes le soir. Enfin, les restaurateurs de Mamoudzou s'accordent aussi sur une chose, les sous-effectifs de la police nationale, le manque d'éclairage public et l'absence de vidéosurveillance y sont pour beaucoup. Et on en parle tout de suite avec mon invité, le président du MEDEF, qui a par ailleurs rappelé cette insécurité grandissante, qui est donc un danger pour l'économie locale. Thierry Gallarme, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire quand on voit des images où justement des commerçants qui font vivre l'économie locale, des commerçants qui aujourd'hui veulent partir? Alors effectivement, Abi, c'est une des priorités, pour ne pas dire la priorité
numéro 1 de la nouvelle équipe dirigeante du MEDEF, la sécurisation des entreprises de Mayotte. Aujourd'hui, il n'existe pas une entreprise qui n'ait pas été cambriolée une seule fois. Il n'existe pas une entreprise où il n'y ait pas eu une agression. Il n'existe pas une entreprise qui voit des clients hésiter à sortir au restaurant le soir. Tous les adhérents du MEDEF en ont été victimes. Aujourd'hui, je connais même des entreprises qui ont eu à débourser plus d'argent pour compenser les frais d'un cambriolage que ne représente la fiscalité. C'est un impôt révolutionnaire que nous, patrons, et nos salariés payant à la délinquance. Ça ne peut plus durer comme ça. Est-ce qu'on peut chiffrer aujourd'hui justement la perte de ces entreprises sur le chef-lieu par rapport à vos adhérents? Est-ce que vous avez réussi à chiffrer tous ces dommages? On n'a pas un chiffrage complet, mais je vous dirais que le dommage moral est encore plus grave que le dommage financier. Et par rapport à ça, nous avons décidé d'agir. Nous allons demander aux autorités la mise en place de caméras de surveillance dans toute la zone de Kawini. Il existe un fonds interministériel de prévoyance de prévention de la délinquance qui, par exemple, a fait le jet d'une application sur la commune de Pamandzi où ont été financées des opérations. Aujourd'hui, il existe des moyens financiers et c'est ce que je réclame, c'est ce que nous réclamons, la mise en place de caméras de surveillance dans toute la zone de Kawini qui permettront le déclenchement de l'alerte et l'envoi des forces de l'ordre lorsque des faits d'incivilité, de délinquance se produiront dans la zone de Kawini. Mais ce que je dis pour Kawini, attention, c'est valable aussi pour toutes les zones où ce sera possible et nécessaire. Et on avait ce problème également, on entendait des informations comme quoi certains assureurs refuseraient désormais de couvrir des entreprises en cas de vol. Je sais que vous avez rencontré ce matin ces mêmes assureurs. Qu'est-ce qui en est ressorti de ce rendez-vous? Alors ce matin à 11h, nous avons reçu au MEDEF l'ensemble des compagnies d'assurance de Mayotte adhérentes au MEDEF, c'est-à-dire à peu près tout le monde. Ils nous ont rassurés, c'est une fausse rumeur. Il n'est pas question que les assurances cessent de rembourser la garantie vol à Mayotte. Je pense que l'action du MEDEF auprès de ces assureurs y a contribué, mais leur bonne volonté, leur implication y a joué beaucoup. La seule fois où à Mayotte ça a été évoqué, c'était dans les années 80. Les assurances voulaient cesser de rembourser le vol. À l'époque, c'est le préfet de Mayotte qui est intervenu, qui les a dissuadés de le faire. Aujourd'hui, finalement, je suis heureux de voir que c'est nous, ensemble, les chefs d'entreprise, avec les chefs d'entreprise des compagnies d'assurance, qui sommes tombés d'accord. Attention, ils nous ont bien dit, pour le moment, il faut aussi que l'État assume ses responsabilités. La sécurité, c'est le rôle de l'État. Les entreprises font ce qu'elles peuvent. Elles dépensent de l'argent dans des compagnies d'assurance, elles dépensent de l'argent pour se faire protéger par des sociétés de télésurveillance, des sociétés de gardiennage. Mais attention, le rôle numéro 1 de sécurité, dans un état de droit qui s'appelle la France, c'est le rôle régalien de l'État. L'État, justement, a été assez présent pour ces entreprises. Vous comprenez quand on indique qu'il y a peu de moyens sur le territoire? Écoutez, moi, ce que je pense, c'est que premièrement, l'État a su assurer de façon très digne la sécurité du territoire lors des événements de 2011, en tout cas éviter le pire. Aujourd'hui, nous avons des forces de gendarmerie et de police qui sont des gens motivés, qui sont des professionnels. J'ai beaucoup de respect pour eux. Je pense simplement, on l'a vu récemment dans certains événements à Paris, qu'ils ont payé de leur vie, leur dévouement, mais je pense qu'aujourd'hui, ils sont à bout, ils sont débordés. Ils sont à peine assez nombreux pour enregistrer les plaintes. Alors, de grâce, donnons-leur des moyens. Soyons clairs, il faut davantage d'effectifs de police et de gendarmerie à Mayotte, tout comme il nous faut davantage d'enseignants et de médecins. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'insécurité, mais j'imagine que ce n'est pas la seule priorité des entrepreneurs à Mayotte. Une des priorités. Vous savez, un jeune dans une entreprise, c'est un délinquant de moins dans la rue. Il faut donner du travail à notre jeunesse, mais avant cela, il faut lui donner une éducation. Et les deux vont ensemble. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont porteuses de projets avec l'État pour construire 500 classes d'école primaire. Permettez-moi de vous donner quelques autres chiffres. Il y a 60 000 jeunes dans l'enseignement primaire, ils sont 15 000 dans les collèges, 6 000 dans les lycées. C'est très simple, Abi. Ces enfants-là, ils vont grandir. Il va falloir pour eux construire des collèges, des lycées, parce que c'est aussi par l'école. Je crois que c'est Jules Ferry qui a dit, ou Victor Hugo, qui a dit
Partout où on construit une école, on construit une prison au moins. Et je crois qu'à Mayotte, c'est le cas. Et tous ces travaux, ces constructions d'écoles, c'est des milliers d'emplois. Et c'est un des grands chantiers que nous défendons, avec d'autres comme le contournement de Mamoudzou, la piste longue de l'aéroport. Et je vous le dis, ce n'est pas un poisson d'avril. Nous défendons à corps et à cri. J'étais avec un chef d'entreprise du BTP à midi qui m'a confirmé que c'était possible techniquement, que c'était aussi simple que d'autres ponts qui existent. Nous défendons la construction du pont entre Grande Terre et Petite Terre. Et je peux vous assurer que nous le verrons. Nous le verrons, il Nous semblerait. le traversons ensemble, Abi. Nous le verrons, il semblerait, puisqu'on rappelle que l'AFD a accordé un prêt au Conseil général pour justement une étude de faisabilité, un prêt de 4 millions d'euros. Vous parlez de l'emploi pour les jeunes. Pourtant, on l'a vu à Mayotte, tout ce qui est question à l'emploi, il y a les contrats d'avenir, il y a également donc ces emplois jeunes. Il est difficile aujourd'hui pour les entreprises d'embaucher ces jeunes alors que l'État met en place des moyens pour permettre d'embaucher facilement. À Mayotte, on peine. On a signé il n'y a pas très longtemps le 100e, je crois, contrat d'avenir. Pourtant, ce sont justement des dispositifs mis en place pour favoriser l'emploi. Vous savez, Abi, les contrats d'avenir, c'est une belle expression. C'est comme Mayotte 2025. Mais ce qui crée des emplois, ce n'est pas l'avenir, c'est le présent. Ces contrats sont bien présents pourtant. Tout à fait. Ce qui fait qu'une entreprise embauche, c'est tout simplement parce qu'elle a des marchés. Donc il faut les lancer, tous ces marchés. Aujourd'hui, par rapport aux doléances des entrepreneurs qui composent le MEDEF, qu'est-ce qui revient le plus souvent? Quel est leur état d'esprit à ces entrepreneurs? Je crois que je vous en ai énoncé quelques-unes. L'insécurité, on l'a bien compris. Voilà. Je vais vous en citer une pragmatique, qui est créatrice d'emplois et qui correspond au droit commun qui devrait s'appliquer à Mayotte. Nous sommes le seul département de France à ne pas avoir l'intérim. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de société d'intérim à Mayotte. Et quand on pose la question à la directe, on nous dit « Ah mais oui, mais c'est parce que c'est pas dans le code du travail mahorais. » Ah bon? On pourrait répondre ça à beaucoup de choses. Au MEDEF, nous demandons la mise en place de l'intérim à Mayotte. C'est vraiment très simple à faire. Ça créera des emplois. Ça permettra aux entreprises d'être plus flexibles, de tester des jeunes à travers l'intérim. Et en plus, ça fera une excuse de moins pour le travail clandestin et dissimulé. Et souvent, vous savez, les gens souvent commencent sa carrière dans l'intérim, et puis de l'intérim, on finit en CDI. Aujourd'hui, comment vous visualisez le MEDEF dans quelques mois, dans quelques années? Eh bien, écoutez, je le vois comme votre sourire, radieux. Je veux un MEDEF fort, nous voulons un MEDEF fort, nous sommes 80 aujourd'hui. Dès l'Assemblée Générale, 3 nouvelles entreprises ont adhéré, la famille Afidou, que je salue au passage, mais nous avons de nouvelles demandes d'adhésion au MEDEF, et je pense que nous serons de plus en plus nombreux. Nous voulons un MEDEF fort pour peser fortement sur les décisions qui vont se prendre. Merci Thierry Gallam d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci de votre invitation. Dans l'actualité également, on en parlait hier de cette situation. Les enfants handicapés ne savent plus où ils seront scolarisés à partir de septembre prochain. Avec la fermeture en effet du PPF, une quarantaine de jeunes âgés de 13 à 17 ans se retrouvent aujourd'hui en difficulté. Une réunion d'urgence a eu lieu cet après-midi à la mairie de Mamoudzou. Les images sont signées Abbas Aliti. Ce sont des parents d'élèves inquiets mais surtout déterminés qui se sont donné rendez-vous à la mairie de Mamoudzou. Un registre pour y inscrire son nom et celui de son enfant, scolarisé à l'école PPF ASH de Kaweni. Aujourd'hui, la structure est menacée de fermeture. Le collectif des parents d'élèves a exigé cette réunion d'urgence. Cette question plane. Que vont devenir les 40 enfants scolarisés à Kaweni alors que les autres structures qui s'occupent des personnes en situation de handicap sont débordées? Notre crise était de la fermeture d'école. Aujourd'hui, la mairie de Mamoudzou nous a fermé que si elle était associée avant, elle aurait pu donner les goûters. Et cette fermeture d'école, c'est vrai qu'apparemment, elle peut avoir lieu, mais on va réfléchir pour ne pas déscolariser tous les enfants, mais d'essayer de les amener dans d'autres solutions. Et c'est ça, ça réfléchir ensemble avec les structures comme toi aussi, qui se proposent aussi de donner les éducateurs. Donc c'est nous les parents aussi, il faut qu'on réfléchisse ensemble pour faire nos propositions. La mairie de Mamoudzou, nouvel interlocuteur privilégié des parents d'élèves. Mais face au désarroi des parents, le vice-rectorat tient à souligner son engagement auprès des personnes dites fragiles. Ainsi, 4 nouvelles classes ont été mises en place l'année dernière. Malheureusement, chaque année, plus de 30% des enfants en situation de handicap ne sont pas orientés dans des structures adaptées
faute de disponibilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que les classes PPF-ASH ne sont pas des dispositifs qui répondent aux besoins de ces jeunes. Et à l'heure actuelle, on est en train de réfléchir, donc avec l'agence régionale de santé, avec la maison des personnes handicapées, avec le secteur médico-éducatif, pour essayer de trouver les réponses les mieux adaptées aux besoins de ces jeunes. Au bout de quelques heures de dialogue, toujours pas de solution donc pour ces jeunes. Aujourd'hui, face à l'urgence, les acteurs du monde socio-médical tentent de rassurer les parents et de leur apporter le plus d'explications possible. On ne peut pas tout de suite avancer l'hypothèse de fermeture d'école. Là, les parents nous ont conviés à une réunion pour manifester leur inquiétude et manifester leur refus de voir leurs enfants être livrés à eux-mêmes ou en tout cas ne pas être scolarisés. Une nouvelle réunion doit être programmée rapidement entre le vice-rectorat, l'ARS, le collectif des parents d'élèves et la mairie de Mamoudzou. Le compte à rebours est lancé. Il reste moins de 8 mois pour trouver des solutions concrètes. Depuis le 23 décembre, il est possible d'effectuer des transferts d'argent depuis 7 stations-service Total de Lille. Un nouveau service pris en charge par le numéro 2 mondial, MoneyGram, qui devrait faciliter l'envoi de fonds vers l'étranger. Les deux groupes présentaient ce matin à la presse les détails de leur partenariat. Camille Leca était sur place. Désormais, quand vous irez à la pompe chez Total, vous pourrez aussi transférer de l'argent vers l'étranger. Et ce grâce à MoneyGram. Forte de 327 000 points de vente répartis dans 200 pays, la société américaine est aujourd'hui implantée dans 7 stations-service de Mayotte. Après un premier partenariat lancé avec EDM en 2014, le groupe pétrolier poursuit la diversification de son offre. Le partenariat Total MoneyGram aujourd'hui va dans le sens donc, des objectifs fixés par le groupe Total, c'est-à-dire aller au-delà de cette image de simple distributeur de carburant, c'est-à-dire pouvoir faire de nos stations, de nos boutiques, des lieux de vie, mais aussi de commerce de proximité. Pour l'entreprise de transfert d'argent, le choix de l'île au parfum est stratégique. Déjà présent sur le reste de l'océan Indien avec 220 guichets, Mayotte vient donc boucler la boucle. Ici, MoneyGram table sur une majorité d'envois et non de retrait de fonds vers les 2 îles voisines, les Comores et Madagascar. Des transferts respectant des règles strictes et entièrement sécurisés, comme l'explique le directeur régional. Notre métier et le transfert d'argent obéit à toute la réglementation édictée par la Banque centrale, par la Banque de France. Donc on a un système de transfert d'informations sécurisé effectivement. On collecte l'identité, on fournit un mot de passe et un numéro de transfert qui permet au receveur à l'autre bout du monde de récupérer son argent en cash dans plus de 301 000 points de vente et de manière sécurisée, confidentielle. Autres avantages du partenariat Total MoneyGram, les tarifs compétitifs. Pour des montants allant de 0 à 100 €, il faudra s'acquitter de 3,90 € pour la zone océan Indien. Un transfert qui s'effectuera en moins de 10 minutes. En bref, le monde judiciaire et policier dans l'attente de l'arrivée de l'inspection générale de la police nationale qui sera à Mayotte dès mardi. Une enquête est en effet ouverte suite à ce qui s'apparente à un rapport de policiers fallacieux. Tout serait parti d'une interpellation dans la nuit de mardi à mercredi. Un équipage de 3 fonctionnaires de la BAC aurait interpellé un véhicule avec 1 kilo de bangui à bord. Le conducteur aurait été conduit au commissariat pour y être placé en garde à vue, mais au moment de vérifier le rapport concernant l'arrestation et la saisie, l'officier de police judiciaire se serait aperçu que des éléments cités ne correspondaient pas à ce que la procédure indiquait. Impossible de savoir pour le moment ce qui s'est réellement produit, mais le procureur a été alerté. Il pourrait s'agir d'un coup d'achat via un indicateur de policiers ayant commandé 1 kilo de bangui. Celui-ci aurait été interpellé sans qu'aucune autorité n'ait autorisé l'attestation. Le procureur de la République indique qu'aucun commentaire ne sera fait pour le moment concernant cette affaire. Mayotte, île propre, c'est le nom de la fédération présidée par Jacques Martial Henry, un projet qui a pour but de réunir
toutes les associations luttant pour la propreté et la protection de l'environnement, dont le coût est estimé à plus d'1 million d'euros. Une convention à hauteur de 220 000 euros a déjà été signée avec le Conseil général afin de permettre à l'association de bien mener les actions. Petit point avec Jacques-Martial Horry, le président de cette association, au micro d'Assigna Moussa. Cette association a vocation à fédérer les associations locales, que ce soit les associations villageoises ou les associations à caractère départemental. Mais l'objectif, c'est aussi tous les ans faire une semaine de l'environnement dans laquelle les associations pourront venir exposer les actions qu'elles ont menées durant toute l'année et puis lancer le concours Mayotte propre, lancer le concours commune fleurie, donc toutes les actions qui consistent à sensibiliser la population. On aura besoin des contrats uniques d'insertion, on aura besoin des emplois d'avenir pour servir d'ambassadeurs de la propriété, on aura besoin d'un cadre administratif assez dynamique pour pouvoir nous accompagner dans cette démarche. Et sachez que cette association n'a pas encore de local, le local qui devrait donc être ouvert en avril. Et puis, on en vient à cette actualité. On rappelle que la première maison familiale rurale de Mayotte s'est ouverte dans la commune de Mtsamboro un certain 11 juin 2014 à Mtsahara. Sur les 17 communes sollicitées, seules 2 communes ont souhaité porter le projet de la MFR qui a commission d'accompagner les personnes, orienter les jeunes vers un projet et réaliser des actions concrètes. Depuis, la maison familiale rurale souhaite développer ses collaborations, notamment avec la maison des services de Amjago. Réunion avec les acteurs concernés ce matin, en présence de Shakila Issouf et Leslie Vimonet. À la maison des services publics de Amjago, les responsables des institutions chargées de la formation, de l'accompagnement et d'orientation de la jeunesse se retrouvent. Cette rencontre était organisée afin d'inviter l'ensemble des institutions et associations publiques à venir rejoindre le conseil administratif de la maison familiale rurale. Le maire de la commune de Mtsamboro est l'un des premiers à avoir demandé l'implantation de la MFR, heureux d'accueillir les représentants de plusieurs institutions publiques dans sa commune. Associer la famille, cet aspect familial à cette formation, à ces formations qui ont déjà démarré, c'est une très bonne chose. Il faut amener à responsabiliser tout le monde, à prendre conscience tout le monde de la gravité de la situation actuelle. Chaque famille veut voir son enfant admis au sein de la structure maison familiale rurale. Donc c'est une très bonne chose. Les familles sont demandeuses et voilà, c'est une bonne chose et j'encourage les familles à accompagner leurs enfants et à les pousser à se responsabiliser, à aller vers l'autonomie. La DIECT, le Conseil général, Pôle emploi, la mission locale, la DAF, la direction de la jeunesse et sport, plus d'une quinzaine d'institutions publiques représentées, chacun présentait au cours des débats leurs orientations et objectifs et le cadre dans lequel la maison familiale rurale pouvait travailler en complémentarité pour la formation et l'insertion des jeunes Mahorais. Elle a sa place parce que lorsqu'on parle de pédagogie de l'alternance, c'était aussi proposer une nouvelle manière, un nouveau mode d'apprentissage à ces jeunes. C'était leur proposer des formations, mais à côté des formations, les mettre en contact avec des professionnels. C'est-à-dire qu'ils sont une semaine en stage et une semaine en formation pour qu'ils puissent mieux se représenter un métier et puis surtout mieux découvrir ce qu'ils ont réellement envie de faire aujourd'hui et puis se projeter aussi demain. Donc c'est vraiment une autre manière de voir les choses. Vraiment ces 2 phases-là, la première phase permet de découvrir le métier, de se mettre en contact avec les professionnels et dans un second temps d'apprendre le cœur du métier.
Au cœur de toutes les problématiques sociales, la cellule familiale est le nerf de la guerre. Ainsi, une formation POEC de 12 semaines est actuellement dispensée à 14 candidates déscolarisées en partenariat avec la mission locale, le Pôle emploi et Opcalia. Des jeunes filles qui seront amenées à devenir des assistantes de vie de famille ou travailler dans la petite enfance. L'ensemble des acteurs socio-économiques ainsi que les services souhaitent, en travaillant avec la MFR, donner une dimension particulière à la parentalité. Allez, dans quelques instants, nous irons faire un tour du côté de nos traditions. En attendant, place à l'actualité en bref dans votre journal. Le plafond de cotisation sociale fait bondir. Sont concernées les cotisations vieillesse, allocations familiales, accidents du travail, formation professionnelle, l'assurance chômage ainsi que le Fonds national d'aide au logement. L'ancien plafond était de 1 316 €. Il est passé à 1 401 €, soit une augmentation de 6,45%. Les salariés vont avoir quelques surprises en constatant que leurs salaires auront baissé, même si celles-ci ne concernent que les cotisations vieillesse et l'assurance chômage, soit un peu plus de 4 € sur les bulletins. C'est donc la part patronale qui est la plus impactée. Celle-ci s'envole de plus de 17 € pour les entreprises de moins de 20 salariés. Après l'agression dont a été victime le président du Conseil général Daniel Zaidani, l'institution prend des mesures pour réglementer l'accès aux bâtiments de la collectivité. Désormais, il est demandé aux visiteurs de se présenter à l'accueil, de se faire inscrire dans un registre et de déposer une pièce d'identité en échange d'un badge visiteur. La pièce d'identité sera restituée à la fin de la visite contre remise du badge. C'en est maintenant terminé des allées-venues sans aucun contrôle dans la maison du département. Le SNUPP veut réformer la FSU. Celle-ci est noyautée par l'éducation nationale au détriment des finances publiques ou encore de la police. Elle n'existe pas en section départementale. Ainsi, 3 co-secrétaires départementaux se partagent la donne, notamment avec le SNEP et le SNES, issus de l'éducation. Résultat, les autres fonctionnaires ne se reconnaissent pas dans ce fonctionnement et n'adhèrent pas à la FSU. C'est pourquoi aujourd'hui le SNUPP, membre de la FSU, veut que la situation soit stabilisée et que la légalité soit instaurée. Ainsi, le SNUPP a demandé la création du Conseil délibératif fédéral départemental. Avec ce bureau, en effet, tous les autres services des administrations pourraient être représentés. Le départ du secrétaire général aux affaires régionales, Philippe Lécuras, est finalisé. Le SGAR de Mayotte est nommé commissaire délégué de la République pour la province sud auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Il rejoint donc le Pacifique et un ancien préfet de Mayotte, Vincent Bouvier, aujourd'hui haut-commissaire de la République. Et puis à moins de 2 mois du premier tour des élections cantonales et après les polémiques de la semaine dernière, la préfecture a tenu à rappeler les règles qui encadrent les revisions des listes électorales. Quelles sont les règles et les délais à respecter? Camille Leca a fait le point pour vous. La première des règles pour pouvoir effectuer son devoir de citoyen est simple. Il faut être obligatoirement inscrit sur une liste électorale avant le 31 décembre précédant l'année du scrutin. Deuxième chose, la loi sur le droit de vote des étrangers aux élections n'ayant pas été votée, il faut impérativement avoir la nationalité française pour être électeur. Enfin, il faut avoir une adresse fixe depuis au moins 6 mois et que celle-ci soit connue des services de la commune dont vous dépendez. La semaine dernière, certaines radiations des listes ont fait couler beaucoup d'encre, mais il faut savoir que des commissions administratives établies dans chaque commune ont épluché toutes les inscriptions du 1er septembre au 31 décembre dernier. Les premières versions des listes ont été publiées le 10 janvier. La population a ensuite disposé de 10 jours pour déposer des réclamations auprès du tribunal de grande instance. Après examen de tous ces dossiers, les résultats définitifs seront connus 5 jours avant le premier tour, soit le 17 mars prochain. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, la météo d'Orne et la Terrine, suivi du journal en maoré et du temps de parole. N'oubliez pas, samedi, dimanche, les rendez-vous de l'info vous attendent à 19h en compagnie d'Amina Ariti. Je vous souhaite un excellent week-end à toutes et à tous. Demain, n'hésitez pas à souhaiter une bonne fête à Marseille et à Syrien. Nous, on se retrouve lundi pour un nouveau journal Kwahiri.